Salut à tous, bienvenue donc sur l'entrepreneur à la salle, Thierry hashtag Henry, épisode 67, où aujourd'hui donc on va parler d'e-commerce, surtout donc de commerce de gros, donc d'import-export, avec un expert donc du domaine. Il va donc nous détailler comment lui il a fait pour se mettre dans le domaine, comment on peut faire pareil en 2020, puisqu'en plus à l'époque il n'avait pas tous les outils, tous les sites e-commerce qu'on peut distribuer. Donc je te dis tout après avoir remercié les sponsors. Dropeasy, c'est l'e-commerce pour tous sans les soucis de l'e-commerce classique. Plus besoin d'avoir du stock ou de faire des colis. Tu n'as qu'à choisir les produits, les mettre en valeur sur ta boutique Dropeasy et encaisser l'argent. Même si tu n'y connais rien en e-commerce ou en marketing, pas de souci, Dropeasy a été créé pour que tu puisses te lancer rapidement et facilement. Lance-toi dans le dropshipping de qualité avec Dropeasy. Ils ont des partenariats avec des fournisseurs européens et des produits de grande qualité. C'est pour cela qu'ils t'offrent une formation complète. Il te suffit de tester gratuitement pendant 14 jours aujourd'hui avec le lien suivant thierry-henry.fr/dropeasy thierry-henry.fr/dropeasy. Comment apprendre à déléguer donc efficacement? C'est ce que je te propose dans cette formation donc, qui va durer 7 jours, où tu vas apprendre à libérer ton temps, à laisser donc les autres faire les tâches qui sont donc moins rémunératrices. Comme ça, donc tu vas pouvoir gagner plus d'argent et faire gagner de l'argent à ton entreprise et indirectement donc mieux payer tes équipes, que ce soit des freelances ou des salariés. Donc le but c'est vraiment donc, d'avoir une structure légère et de faire des business comme on aime les faire, des business d'entrepreneurs à lifestyle. Donc je te dis tout donc dans le lien ici, donc tu vas sur thierry-henry.fr/team, T-E-A-M. Donc thierry-henry.fr/TEAM, tu vas apprendre à être un entrepreneur libre et donc à savoir déléguer comme un pro et donc à scaler ton business jusqu'à 7-8 chiffres. A tout de suite. Donc aujourd'hui j'ai un expert donc, de l'import-export qui est dedans donc, depuis plus de 15 ans, qui est vraiment très fort dans son domaine. Donc Fabien Dessin, si tu ne connais pas, il a une chaîne YouTube assez importante de plus de 30 000 abonnés. Il donne aussi donc des cours, donc je te mettrai les liens dans le show note pour pouvoir donc aller faire des cours si tu veux donc apprendre à aller sur la Content Fair pour aller donc dealer avec les fabricants, fournisseurs chinois. Donc tu peux aussi aller sur son site donc motivation-du6business.com, donc motivation-du6business.com ou Fabien Dessin avec un T à la fin, donc D-E-S-2-S-A-I-N-T.fr. Donc on va donc parler donc comme je dis donc d'e-commerce, d'import-export. Donc il y a des termes un peu techniques qu'on essaie quelquefois de détailler. Moi je suis pas un expert, je l'ai appris un peu à l'école mais il y a plus de 20 ans, 30 ans quasiment. C'est un domaine qui m'a même toujours un peu pas aimé mais un peu rebuté parce que il y a des choses à connaître, un côté à mettre tout ça, le truc que j'aime pas. Mais bon, voilà. Et comme là, je me relance dans l'e-commerce, donc on en a parlé, et puis c'est pour ça aussi que je voulais l'inviter pour qu'on parle de tout ça. Donc, je te dis à tout de suite avec Fabien. Salut Fabien, comment tu vas? Bonjour Thierry, ça va très bien et toi? Oui, très bien, merci. Je suis vraiment content de t'avoir. Comme on parlait en off, moi, l'import-export, c'est loin pour moi, même si là, je me relance sur l'e-commerce, on va dire, parce que souvent, c'est lié. Toi, tu en parles plutôt donc de commerce de gros, hein, de gros imports, de gros cash, on va dire. Ça, c'est l'image que Mm. j'ai. Moi, quand je pense à import-export, dans mon monde, en fin de compte, j'aime bien l'entrepreneuriat assez large et j'entendais plus parler d'import-export parce que pour moi, c'est du gros business, quoi. C'est énorme. Pourtant, je vois grand. En général, je suis ambitieux, mais bon, voilà. Donc, tu vas nous parler de tout ça. Comme je suis vraiment je veux dire un novice, hein, comme je disais tout à l'heure, moi, je suis resté à l'Incoterm il y a 30 ans en BTS Action Co et ça m'a vite coupé l'envie de faire de l'import-export, même si de loin, j'aime bien parce que voilà, c'est du vrai business. On prend des grands risques. Donc, je te laisse te présenter, puis après, je vais te poser toutes les questions des novices et puis voir si tu peux aider ceux qui veulent se lancer dans l'import-export. Avec plaisir Thierry. Alors, c'est un plaisir aussi pour moi d'être présent sur tes podcasts. Alors, je m'appelle Fabien Dessin, je suis entrepreneur depuis 2005, depuis mes 21 ans. J'ai démarré directement avec l'import de Chine. C'est vraiment mon domaine d'activité. C'est ça qui m'a fait connaître en fait et qui m'a mis aussi le pied à l'étrier dans le business. Et au niveau de l'import, comme tu dis, c'est vrai que tout de suite, c'est des conteneurs, donc c'est tout de suite du gros chiffre, mais c'est un business qui reste, bien entendu, à mes yeux, le plus intéressant si tu veux faire du cash rapidement, quoi. D'accord, mais quand tu parles, bon, il y a plein de questions déjà. Tu parles de cash rapidement, mais il y a quand même des délais. C'est-à-dire que, parce que toi, tu as commencé dans ton parcours, tu as commencé assez jeune. Et je crois que si je me trompe bien, c'était dans la moto. Ouais. Donc, bon, je vais te laisser aussi parler de ça. Mais tu as commencé jeune, donc comment tu as fait pour le cash? Parce qu'il faut quand même du cash pour Donc, se servir en gros. Et est-ce que donc tu l'as fait à distance ou tu es parti à l'étranger pour démarrer l'activité, pour voir les fournisseurs?
Alors, comme tu dis, voilà, il faut du cash. Moi, j'ai démarré avec les mini-motos. J'étais précurseur sur ces produits. À l'époque, il faut savoir qu'un conteneur, ça peut aussi bien valoir 10 000 dollars comme 50 000 dollars. Je te fais une moyenne un peu large. Moi, à l'époque, pour rien te cacher, le conteneur avec la marchandise dédouanée livrée, c'était 15 000 euros exactement. Tu vois. Donc, quand tu démarres, j'étais étudiant, boursier, donc il est clair que 15 000 euros, c'était une somme très importante et c'est une somme que je n'avais pas. Mais j'ai vu que le produit avait une forte rentabilité, il avait une marge très intéressante parce que pour te faire t'imaginer la chose, c'était un produit que je payais 75 dollars, l'équivalent à l'époque avec le taux de change à 50 euros, qui se revendait entre 250 et 300 euros en France. Là, Donc, attends, je te coupe parce que là, tu parles revente au client, mais toi, tu étais vraiment grossiste, donc tu le revendais à un distributeur, alors j'avais plusieurs enfin à canaux des de commerçants, distribution. ouais. J'avais plusieurs canaux de distribution, Thierry. J'étais à la fois grossiste, parce qu'en fait, il faut comprendre que le conteneur, en fait, j'ai fait un prêt étudiant à 9 000 euros. J'avais quelques petites économies et puis j'ai regroupé avec des proches pour pouvoir faire ce conteneur. Donc, l'idée, c'était de vendre rapidement, mais aussi de vendre avec de la marge. Donc, je me suis dit directement, je vais vendre localement, je vais vendre une partie aux professionnels et je vais vendre aussi sur Internet. Ah, donc tu faisais les deux. Donc, ouais, je faisais trois. Après, j'ai développé trois canaux de distribution, la vente aux professionnels, la Mm. vente aux particuliers et la vente sur le net. Ouais, tout à fait. Et il n'y a pas eu de problème, parce que bon, ça, c'est une question classique, hein. Tes partenaires n'étaient pas contre toi que tu vendes en direct, parce que tu faisais plus de marge. Donc, Non, du tout, parce que j'ai toujours, par contre, vraiment laissé les marges de travail. Si tu veux, j'avais un tarif revendeur. Le revendeur, je pratiquais le même prix public, ce qui permettait d'avoir de la marge, si tu veux. J'ai jamais court-circuité ou cassé le circuit classique, c'est-à-dire, j'ai toujours apprécié moi, le business comment il fonctionnait avant. Aujourd'hui, c'est vrai que maintenant, tu as de plus en plus de personnes qui vendent en direct en court-circuitant un peu ce circuit des revendeurs. Moi, j'avais un prix de vente aux professionnels qui leur permettait de marger très bien, tu vois, et je m'alignais toujours à ce prix-là, je cassais pas le marché, en fait. Donc, ça leur posait pas du tout de problème parce que on avait chacun notre clientèle, notre marketing, quoi, on va dire. et actuellement, à l'époque, c'est donc en 2005, tu vendais donc sur quelle plateforme? Parce que bon, à l'époque, il n'y avait même pas Shopify. Il y Non. avait peut-être PrestaShop, je crois. Non, même pas. C'est venu après PrestaShop. Tu faisais comment? Tu étais sur quelle Alors, à plateforme? Il l'époque, y avait eBay, je crois, déjà. exactement. Alors, je me suis mis sur eBay directement parce que moi, en 2005, le site qui vendait, c'était vraiment eBay. Il fallait être Mhm. présent sur ce site-là. Donc, j'étais présent sur eBay. Ensuite, j'ai ouvert mon site de ma boutique en ligne. Alors, c'est Ouais. pareil, toi, tu disais le WordPress. PrestaShop. Alors, non, à l'époque, je suis passé par un prestataire qui, je pourrais pas te dire exactement, Thierry, c'était quelle plateforme, mais ce qui est certain, c'était une entreprise qui concevait l'intégralité du site et aussi du back office, quoi. Ouais, donc, tu es passé par un pro, en fin de compte. Tu sais pas. Voilà, parce qu'à l'époque, tu sais que, comme tu viens de le dire, il n'y avait pas Shopify, il n'y avait pas PrestaShop. Déjà, tu allais sur Internet pour trouver un prestataire pour te faire un site. Il devait y avoir trois ou quatre sociétés, pas plus, hein. Il y avait le marché, il n'y avait pas beaucoup de professionnels hein, qui te proposaient des services comme on a aujourd'hui, quoi. Et même WordPress, c'était compliqué à l'époque, ouais. Comparé à maintenant, ça n'a rien à voir. Et pourtant, actuellement, les gens trouvent ça compliqué, mais à l'époque, c'était compliqué. Alors, Euh, rien de caché, j'en avais même pas entendu parler, moi, en 2005, je ne connaissais pas du tout, tu vois. question sur les. Parce qu'il y a deux choses que. Bon, on va revenir parce que le but, c'est quand même d'expliquer comment démarrer maintenant en 2020 dans l'import-export. Il y a une chose, donc, bon, on voit que tu es courageux, que tu es motivé. Il y a trop de questions qui viennent. Bon. Donc, sur les 9-10 000 euros, donc vu que ta marge était x4 quasiment, attends, x4, 4-5, on va dire, ça dépend comment tu vends. Donc, sur 9-10 000 euros, combien tu as fait, si tu te rappelles? Alors, bien entendu, en fait, j'ai commencé un petit point qui est important parce que ça peut servir aux personnes qui veulent démarrer aujourd'hui parce que c'est une technique qui sera valable et qui est toujours valable. À l'époque, pour voir si j'allais réussir à vendre ces motos parce qu'on était sur un produit qui était novateur, enfin novateur, une nouveauté, on va dire. Et je ne savais pas du tout, un conteneur, c'est quand même plus de 150 motos, c'était 156 exactement. La question, c'était est-ce que je vais réussir à les vendre? Donc, j'avais
postais des annonces sur des sites de vente en ligne. Je ne sais pas si tu as entendu parler de Destock Plus à l'époque. C'était un site où les professionnels mettaient leurs annonces. Et j'expliquais que j'avais des motos à vendre, ce qui n'était pas le cas, mais je testais le marché. Mm. Et j'ai eu des professionnels qui m'ont contacté immédiatement. J'ai eu quelqu'un au Luxembourg qui voulait la moitié d'un conteneur. J'ai eu quelqu'un sur Grenoble qui voulait un quart du conteneur. En fait, je me suis dit, bon, le business, il est là. Donc, j'ai fait dès l'arrivée du conteneur, pour répondre à ta question, dès l'arrivée du conteneur, en fait, j'ai vendu trois quarts du conteneur en l'espace de 3 jours. Tout était déjà pré-vendu, quoi. Donc, j'ai réinvesti aussitôt et j'ai réalisé 1 million d'euros de chiffre d'affaires la première année, quoi. Ah, alors, bon, là, donc, tu m'as répondu sur le global, donc pas sur la première vente, mais après, tu as accumulé, tu as recommandé en fin de compte. J'ai recommencé aussitôt parce que, voilà, au bout de 15 jours exactement, je recommandais un 40 HQ qui est le double de ce que j'avais commandé parce que j'avais démarré avec un 20 pieds, tu vois, un 33 mètres. Là, tu parles de conteneur. Voilà, tout à fait. J'ai Parce que démarré au conteneur direct, hein. d'accord, ok. Bah, Vraiment dès le début. automatiquement, c'est souvent ce qu'on fait en gros. Ouais. Euh, donc tu as fait 1 million donc, sur une année, donc tu as fait combien de commandes? Alors, en termes de conteneurs, je dirais une bêtise, mais je devais être entre 10 et 15 conteneurs, je pense. Donc tu as commandé quasiment tous les mois. Tu vendais, tu recommandais. Exactement. Et donc, ça prend combien de temps pour venir en France? Même si je pense entre maintenant et maintenant, ça a changé, mais bon, ça prend combien de temps? Alors, la traversée maritime, elle est à peu de choses près la même chose. On est entre 28 et 30 jours pour un port arrivé Le Havre, on va dire, Ningbo Le Havre. Maintenant, ce qui prend le temps, c'est la production, quoi. Donc, un conteneur, généralement, tu as vite 3 mois entre le moment où tu vas payer et le moment où tu vas être livré. 3 mois, c'est une moyenne, hein. Donc, il y a vraiment un côté logistique assez important. Exactement, exactement. Et c'est une chose, tu vois, que j'ai découvert à la suite, quand j'ai commencé vraiment à développer mon business et que j'avais beaucoup de fournisseurs. J'avais des usines chez qui il y avait 6 mois entre le moment où je payais et j'étais livré, d'autres 3 mois. En fait, tu es obligé, ouais, de tenir un planning moi j'appelais ça mon planning de production parce que voilà, c'était mon cycle de production à l'import, quoi. D'accord. Et donc ça, tu as fait ça combien de temps? Alors j'ai fait ça de 2005 à 2013, il me semble, quelque chose comme ça. Ouais, donc ouais, assez longtemps. En termes de marge, parce que voilà, en fin de compte, il y a plein de questions qui viennent et qui repartent. Parce que tu as dit que tu as fait 1 million la première année, donc c'était 1 million de chiffre d'affaires, pas de marge, de Voilà, profit. c'est dommage que ça aurait été beau 1 million de profit. De profit, c'est combien en général? Il y a toujours une marge classique par métier ou ça dépend du produit, ça dépend de plein de choses? Ou tu es Alors, toujours à 20-30% de pro? dans l'import, tu es facilement, quand tu vends à un professionnel, tu descends rarement en dessous de 30% de marge. Ah ouais. Et puis, quand tu vends, voilà, au détail, Là, tu tu es à... pars marge nette. Voilà, tout à fait, tout à fait. Waouh, c'est bon ça. Non, mais tout à fait. Ah, je pense que tu dis que c'est un bon business. D'accord, ok. Mais si tu te rates, tu te rates. Parce que Euh, tu as fait une bonne technique où tu as essayé de prévendre. Mais est-ce que donc même avec la prévente, des fois, tu peux te rater et donc tu prends le stock sur. Donc, en fin de compte, tu vends à perte pour pouvoir récupérer un peu d'argent. alors, j'ai eu des coups qui se sont mal passés, hein, des problèmes de qualité avec des usines où j'ai perdu de l'argent, mais dans la globalité, euh, sur la balance, bon, voilà, je gagnais toujours. Tu vois, j'étais toujours dans le positif parce qu'il y avait d'autres produits qui cartonnaient, mais parfois, tu n'es pas à l'abri d'un produit qui est de mauvaise qualité. Et comme tu dis, là, soit t'es chanceux, tu arrives à le vendre prix coûtant et tu perds en rien, ou alors tu es obligé, voilà, de vendre ça pour pas grand-chose, quoi. Enfin, non, c'est aussi quand, même dans le détail, c'est ce qu'on fait, c'est pour récupérer en fin de compte un peu d'argent et recommencer une commande. Mais toi, est-ce que donc, parce que tu nous as pas trop expliqué, enfin, ou je t'ai pas posé la question plutôt. Donc ta première commande, tu l'as faite de comment? Est-ce que tu es parti en Chine ou est-ce que donc depuis la France, tu as regardé sur Internet, tu as trouvé donc le filon et tu as appelé sans voir le produit? Parce que c'est une deuxième question qui va venir après, même si c'est une moto, c'est un peu compliqué. Quand on fait du commerce classique, on peut demander des fois des échantillons. Toi, là, tu n'avais pas d'échantillon en fin de compte. Alors, exactement, j'avais oublié de répondre à ta question, Thierry. Alors, exactement, oui, j'ai commandé sur Internet parce qu'à l'époque, je n'avais pas les moyens de me déplacer
j'avais tout mis dans l'achat du conteneur. Donc, j'ai commandé sur Internet. Ça a été d'ailleurs, à l'époque, je me suis posé beaucoup de questions. Je me suis dit, est-ce que je vais recevoir un produit de qualité? Est-ce que l'usine est sérieuse? Donc, ouais, j'avais eu pas mal de craintes à ce sujet, hein. J'avais eu pas mal de craintes à ce sujet. Mais j'avais commandé la totalité. Voilà, la première année, tout mon business a été fait via Internet, sur des plateformes telles Alibaba, etc., quoi. D'accord, donc tu commençais donc déjà sur Alibaba. Donc tu étais en fait quasiment un précurseur. Euh, Te dire, je sais pas du tout comment fonctionnaient les autres à l'époque, mais chez moi, ouais, j'ai toujours regardé sur Alibaba depuis les années, ouais, 2000. J'ai toujours été sur Alibaba pour aller voir le business, quoi. D'accord. Et donc toi, quand tu fais donc tes achats, parce que là, ça on parle vraiment quand même de grosses sommes, hein, surtout que là, tu as commencé à 9-10 000, bah, je pense qu'après tu es passé un peu au-dessus. Tu as peut-être fait Mhm. des plus grosses commandes. Est-ce que donc parce que je me suis renseigné un peu avant de faire l'interview, est-ce que donc tu payes comptant? Parce que c'est un risque quand tu connais pas le client, même si tu le connais, c'est quand même un risque. Ou est-ce que donc tu payes par petite partie, par arrivée du conteneur, comment se passe le paiement? Parce que je pense que c'est quelque chose qui doit faire peur aux gens. De sa Alors, première commande, faut tu lâches tout savoir comme ça? il faut savoir qu'en Chine, voilà, on paye la totalité de la marchandise est payée de toute façon avant que tu reçoives avant que tu puisses recevoir le conteneur. À l'époque, pour mon premier conteneur, j'avais choisi la lettre de crédit, la letter of credit at site, parce que je voulais vraiment en fait me protéger, parce que je connaissais pas le fournisseur. Mais il faut savoir que dans l'import, généralement, tu payes 30% de déposit pour lancer la production, on va dire, pour rentrer dans le cycle de production, et tu as 70% à payer. Alors, si c'est la première fois que tu travailles avec l'usine, généralement, ils vont te demander 70% la balance que tu vas régler avant que le conteneur embarque en fait sur le porte-conteneur sur le bateau. Ou alors, si tu es en affaire avec eux, généralement, tu payes une semaine avant l'arrivée au port, le temps de t'envoyer les documents. Et la lettre de crédit, en fait, alors la banque, il faut savoir que elle a deux possibilités avec la lettre de crédit. Soit elle te bloque l'argent sur un compte lorsque tu es nouveau, parce que voilà, elle veut bien s'assurer que tu vas avoir les fonds le jour du paiement. Et en fait, tu payes ton fournisseur. La lettre de crédit, c'est un contrat entre toi, la banque et le fournisseur. Et c'est la banque qui paye ton fournisseur à une date bien précise. Et cette date précise, c'est le jour où ton fournisseur fournit à la banque les documents, c'est-à-dire la proforma, la facture commerciale, le bill of lading, le certificat CE. Et une fois qu'il y a tous ces documents réunis, la banque lâche les fonds, en fait. Elle fait une levée de fonds pour ton fournisseur. Voilà un peu comment j'ai fonctionné pour ma part. J'ai voulu être protégé. La lettre de crédit, c'est un coût, mais c'est le moyen de faire tenir à la fois les délais et les documents de la part de ton fournisseur, quoi. Ouais, ça ressemble un peu à une ligne de crédit. Alors, c'est pas officiellement une ligne de crédit Ouais, mais ça parce que ressemble. euh, ça peut être une ligne de crédit, pardon, si par exemple ton banquier te dit, bah écoute, je te bloque aucun fonds, tu peux commander ton conteneur et puis le jour où il y a la levée des documents, en fait, là, je prends l'argent sur ton compte bancaire. Donc là, ça peut être une facilité de trésorerie, on va dire. Et c'est quoi les conditions? Parce que toi, tu étais nouveau, jeune. Bon, tu m'as dit le premier, c'était plutôt un crédit étudiant. Mais après, donc, comment ils font? Donc, il faut que tu aies la structure. Qu'est-ce qui fait que Alors, ça ouais, va? la lettre de crédit, en fait, c'est une lettre de crédit documentaire. Ça n'a absolument rien à voir avec un crédit bancaire. Il n'y a pas d'argent en jeu. C'est juste, ça s'appelle comme ça, en fait, là. Ce sont des documents, hein, c'est un contrat, en fait. Ce sont des documents que ton fournisseur doit fournir pour lever les fonds. Ça te protège, en fait. C'est une sorte de, on va dire, un contrat, on va dire, que tu as entre toi, la banque et le fournisseur. Mais pour ce qui est du financement, il faut savoir que moi, j'ai démarré partant de zéro avec en plus du Made in China, donc c'est pas ce qu'il y a, on va dire, de plus positif quand tu vas demander des soutiens bancaires, surtout en plus quand tu travailles avec la Chine, l'import, ils aiment pas trop financer tout ce qui est marchandises, etc. Donc moi, j'ai vraiment, au fur et à mesure, en fait, travaillé avec ce que je gagnais, je réinvestissais et j'ai été chercher des relations directement en Chine, quoi, quelques années après. C'est là que j'ai pu faire exploser mon business, quoi.
Ouais, tu as été sur la Canton de Fer, c'est ça? Voilà, j'étais sur la foire de Canton et j'ai été, en fait, j'allais régulièrement, pendant les voyages en Chine, j'allais régulièrement faire le tour des fabricants pour essayer en fait de trouver du soutien financier, c'est-à-dire à la fois, moi, j'allais leur permettre de développer leur gamme, leur marque sur le territoire français, peut-être même européen, et en échange, voilà, moi, j'avais, comment dire, de la marchandise à payer en délai, quoi. Et toi, dans ces cas-là, tu fais exprès, en fin de compte, de trouver des vrais fabricants qui sont fournisseurs, mais qui font pas, en fin de compte, la démarche d'aller vendre en France. Est-ce que tu demandes une exclusivité ou tu surveilles voir si ils sont pas concurrents en France ou parce que des fois Alors, tu parles. dans le motorisé, il y avait quelques marques qui avaient décidé de s'installer en France, etc. Elles sont toutes revenues, elles se sont toutes plantées, même les plus grandes. Parce que voilà, fabricant, c'est un métier, et puis s'installer en France, c'est encore autre chose. Alors, j'étais pas trop embêté là-dessus. Par contre, je... c'était assez compliqué d'avoir, Thierry, une exclusivité, même si j'en ai déjà eu. J'en ai eu avec la marque SMC qui est à Taïwan. J'ai eu pendant un an. Mais les exclusivités, à moins d'avoir un gros débit, tu vois, d'être vraiment une grosse pointure. Moi, à mes débuts, c'était assez compliqué. Donc, j'essayais plutôt de brander mes produits, si tu veux, de créer ma marque et brander pour me différencier, parce qu'avoir l'exclusivité avec une usine, à mon échelle, au début, c'était extrêmement compliqué, quoi. C'est un peu ce qu'on dit du label privé, ce que tu faisais. Voilà, tout à fait. Je faisais mon branding, je mettais ma marque dessus, comme ça me permettait de me différencier. Je faisais quelques petites modifications sur le produit pour être différent de mes concurrents, parce qu'il faut savoir qu'on avait quasiment les mêmes produits tous à vendre, hein. Tous ceux qui étaient importateurs, on avait la même gamme de produits, quoi. Donc toi, tu faisais plus des coups parce que tu m'as dit que t'es bon. Là, indirectement, tu as dit que tu étais petite. T'as pas voulu vraiment te poser, avoir un deal d'exclusivité et bosser sur 10 ans, parce que bah, par exemple, là, j'y pensé tout à l'heure, je regardais ça. Pour ceux qui connaissent, bon, ils vont rigoler. Tu as la marque Dakating. Et quand tu retournes le produit, parce que moi je suis curieux, et puis quand tu aimes le business en général, tu regardes ça, il y a plein de produits que tu regardes, tu demandes où c'est distribué, et tu vois que c'est les mêmes distributeurs depuis un bon temps, ils ont une exclusivité, ils sont basés, je ne sais pas, à Aubervilliers ou à Strasbourg, et ils dealent pendant 10-15 ans le même produit. Toi, tu n'as pas voulu te caler comme ça, trouver un produit, tu le deals pendant. Non, parce qu'il y avait une multitude d'usines en fait qui fabriquaient les mêmes produits. Mhm. Donc même si j'avais une exclusivité avec une usine, il y en avait une cinquantaine d'autres à côté, tu vois. Donc euh, je me suis plutôt focalisé sur développer le business du motorisé. Donc j'ai démarré avec les mini-motos, si tu veux, les pocket bikes. Ensuite, j'ai surfé sur la vague, j'ai été précurseur avec les pit bikes. Qui sont des motos entre 110 cm3 et 250 cm3. J'étais précurseur sur le scooter chinois aussi. Il n'y avait personne en France qui faisait ça. J'ai fait du quad homologué, pareil, les quads enfants aussi. Il y avait toute une gamme de motorisés qui est apparue. En fait, on va dire que j'étais l'acteur principal du business motorisé chinois, quoi. Ouais, donc tu t'es spécialisé dans une niche, tu t'es dit, bon, tant qu'à faire, je connais le métier, et j'aime bien en plus le métier, tant qu'à faire, donc je reste dedans. Je vais pas m'amuser à faire des coups financiers parce qu'on me dit que c'est bien, qu'il y a de la marge, tu restes sur un métier. Alors voilà, alors je suis resté sur ce métier-là, Thierry. Alors, je connaissais rien à la moto, je suis pas motard, je connaissais rien au motorisé, je savais même pas ce que c'était un carburateur ni un embrayage, tu vois. Mais en fait, l'ampleur que prenait ce business, la marge qu'il y avait, ça m'a motivé, tu vois. Et bon, je me suis un peu, on va dire, professionnalisé. Et une fois que j'avais réussi à mettre un réseau en place, ça devient confortable. Et je me suis un peu enfermé, qui est d'ailleurs une erreur, il faut le reconnaître, plutôt que de garder cette étiquette de me dire je suis importateur, j'importe tout ce qu'il y a, tout ce qui est possible d'importer, parce qu'aujourd'hui avec Internet, on peut absolument tout distribuer. Et moi, je me suis un peu enfermé dans le motorisé parce que ça cartonnait, ça fonctionnait très bien. Je l'ai monté à plus de 2 millions d'euros. Donc, je me suis dit, allez, on focus là-dessus. Mais généralement, ce type de produit, ça a une durée de vie hein, de 10 ans, tu vois, et c'est ce qui s'est passé. Et j'ai pas préparer le rebond, on va dire. Tu vois, je me suis trop enfermé dans. Ouais, t'étais dans le confort, quoi. Tu Ouais, gagnais voilà, ta vie, t'étais bien. tout à fait. Le truc qui arrive, hein, ça arrive, donc c'est pas. Exactement.
Là, on n'a pas parlé en fin de compte ce qui était un peu plus technique. Donc, parce que là, bizarrement, tu as fait du gros. Bizarrement, tu as fait en plus du gros parce que souvent, on dit en e-commerce, c'est bien de faire attention au shipping, à la distribution et de prendre des produits qui pèsent pas lourd parce que, bah, il y a le coût en fin de compte du shipping qui peut coûter cher. Est-ce que toi, maintenant, actuellement, si tu commences à zéro, tu prendrais plutôt un produit qui est facile comment dirais-je, à shipper, à distribuer, donc par rapport au poids, et parler aussi des assurances, parce qu'on n'a pas parlé de ça. S'il y a une galère, comment tu fais? Est-ce que tu prends une assurance? C'est en France, à l'étranger? Comment ça se passe? Alors, première question au niveau du poids, Thierry. Mais il faut savoir que dans l'import, justement, je vise des produits qui sont assez volumineux que personne ne peut faire par avion, si tu veux, où tu peux pas Hmm. avoir une concurrence. Tu Euh, cherches, par contre, une barrière à l'entrée. voilà, en fait, je me dis, voilà, ce produit-là, on peut l'importer uniquement par conteneur parce qu'on ne va pas faire venir un produit de 200 kilos par avion, ça va coûter beaucoup trop cher. Et ça me permet de ne pas être en concurrence avec voilà, les différents méthodes de business qu'on a aujourd'hui. Tu vois, je pense au dropshipping, au e-commerce, etc. Où là, tu peux acheter en petite quantité en Chine et à moins d'acheter en conteneur, il faudrait acheter des quantités vraiment énormes pour acheter beaucoup, beaucoup moins cher. Et ça te bloque de la trésorerie, quoi. Hmm. Et au niveau de l'assurance, alors malheureusement, quand tu es importateur, tu as le rôle le plus délicat, on va dire. Il n'y a aucune assurance qui veut te couvrir parce que tu as la responsabilité, comme tu es importateur, tu as la responsabilité de la mise sur le marché de ton produit. Donc, c'est-à-dire, c'est ta responsabilité. S'il y a un accident, c'est pas l'usine en Chine qu'on va aller chercher. On va aller chercher l'importateur, celui qui a mis le produit sur le marché. Donc, ça fait un peu peur aux assurances. Et généralement, bah, tu n'arrives pas à être couvert hein, sur ce que tu fais. Et après, la seule assurance que je prenais pour ma part, c'était une assurance sur la traversée maritime. En fait, je prenais une assurance auprès de mon transitaire pour protéger en cas d'incident ma marchandise. Mais là, tu parles que si tu prends un transitaire, mais si tu fais sans transitaire. Alors, tu auras forcément besoin d'un transitaire si tu importes un conteneur. Alors, tu peux par contre avoir cette assurance via ton fabricant. Mais je préférais que ce soit auprès de mon transitaire installé en France, tu vois. Bah, traduis-moi, parce que ça, que là, on a dit plein de choses, mais bon, il y a des gens qui connaissent pas, comme moi, hein, je connais pas tout. Transitaire, c'est quoi précisément un transitaire? Et à quoi ça sert? Alors, d'accord. Alors, en fait, le transitaire, tu achètes en Chine, tu as donc ton deal avec le fabricant. Tu vas avoir besoin d'un transitaire qui va te permettre de récupérer en fait ton conteneur au port d'arrivée. Il va être en charge du dédouanement de ta marchandise. Donc, ça va être ton interlocuteur avec les douanes. Et il va également organiser la livraison de ton conteneur du port à chez toi. Et moi, j'ai toujours voulu bosser. J'ai jamais fait mon dédouanement moi-même parce qu'en termes de coût, c'est vraiment pas grand-chose ce que va te demander un transitaire. Et en fait, il fait tout le travail et tu es, on va dire, tu es un professionnel, c'est son métier à tes côtés. Et ça, c'est important de trouver le bon transitaire. C'est très important parce que moi, il m'a fallu pas mal d'années avant de trouver le bon transitaire parce qu'il y a vraiment des, des, des Dis-le, guignols. vas-y, hein. Des Dis-le, guignols. dis-le. Ah. Et donc, un transitaire, lui, il est à son compte ou il est salarié d'une boîte qui est spécialisée en transition, on va dire, je sais pas comment on dit pas ça, Le transitaire. transitaire, et ce sont des entreprises, des D'accord. grands groupes. Hein, ce sont des grands groupes qui ont des cellules d'ailleurs en Chine. Ils sont présents sur tous les continents, tu vois. Ils ont généralement, quand c'est des gros transitaires, ils ont une office dans chaque grand port international. Je pense à par exemple Ziegler, je pense à des groupes comme Calberson, etc., qui sont des grosses pointures. Et en fait, voilà, ils peuvent faire ils font à la fois du transit maritime, ils font également, pour certains, de la livraison nationale, tu vois, et européenne, quoi. D'accord. Et concernant donc, le transitaire, parce que tout à l'heure, on rigolait, je t'en parlais, parce que moi, c'est des trucs, quand j'ai appris à l'école il y a 30 ans, enfin, un peu moins de 30 ans, les incoterms, ça m'a fait peur. Et ça m'a bien pris le cerveau. Donc lui, en fin de compte, s'occupe de tout ça. Tout ce qui est les calculs, les douanes, des taxes et tout ce qui est Alors, super chiant, quoi. les incoterms, c'est toi qui négocies avec ton fournisseur. Il faut savoir qu'en Chine, on va dire 80% du business, je ne vais pas exagérer,
peut-être même plus, mais on va rester sur 80%, c'est du FOB et du FOB. Ton transitaire, lui, C'est-à-dire l'avantage, faux, parce que là, John est perdu là. free on board, c'est-à-dire, pour faire simple, en fait, euh, tu as un prix, tu as un prix qui est donné, tu as un prix qui est donné en fait par ton fabricant et ton prix est, tu n'as rien à repayer après en fait. Tu as le transport. Tout est inclus dedans en fin de compte. Sauf, voilà, sauf le transport que tu as payé si tu veux avec ton transitaire parce que tu le prends chez lui si tu veux le transport maritime. Mais en fait, FOB, il n'y a pas y a rien à payer avec ton. C'est vraiment tu payes pas le transport à l'usine en fait. Tu vois, c'est ta marchandise et tu viens, tu gères toi-même le transport avec ton transitaire. D'accord, ouais, c'est en général ce qui fait peur quand on fait du commerce de gros, c'est qu'il y a plusieurs frais qu'on ne voit pas tout de suite. Le fournisseur, le fabricant nous donne un prix, puis après, il y a plein de petits prix, il y a plein de taxes. Donc ça, il faut le savoir. Sinon, bah, on a pris un prix, on a mal calculé sa marge, entre parenthèses. Voilà, là, tu as un prix usine, on va dire, voilà, tu achètes un produit à 500 dollars, tu n'as rien d'autre à repayer dessus avec l'usine. Par contre, tout ce qui va arriver après, c'est avec ton transitaire, c'est-à-dire tu vas payer les taxes, tu vas payer la frais de livraison, le transport maritime, tous les frais à côté. Et puis, tout ça, en fait, voilà, tout ça, tu le payes à ton transitaire. Et l'avantage du transitaire, c'est qu'ils peuvent te faire des estimations. Par exemple, Thierry, tu vas à la foire de Canton, tu découvres un produit qui t'intéresse. Tu te dis, voilà, combien va me coûter ce produit-là? Tu détailles le produit, tu prends la photo, tu envoies à ton transitaire. Il va te catégoriser ton produit, tu vois, voilà, dans quelle nomenclature il est, les droits de douane sont de temps, etc. Il peut te faire une estimation sur ton conteneur de ce que tu vas avoir à payer à la livraison, quoi. D'accord. Donc, je vais juste revenir sur le transitaire, parce qu'on n'avait pas tout fini. Donc, toi, tu conseilles donc de prendre un transitaire. Voilà, tout à fait, je Et conseille. comment tu fais pour choisir un bon transitaire? Alors aujourd'hui j'ai de l'expérience, je peux te donner quelques noms comme ça de transitaires qui fonctionnent très bien et des transitaires à absolument éviter. Malheureusement, à l'époque, j'ai essayé de nombreux transitaires, hein. Tu vois, le premier, c'est simple. euh, J'avais trouvé sur les pages jaunes. Ensuite, au fur et à mesure, j'ai pris des transitaires qui étaient on va dire dans ma région, mais j'ai essuyé, voilà, ce qui est le plus important dans le business quand tu fais de l'import, Thierry. Sincèrement, je pense que le point le plus sensible, c'est le dédouanement de ta marchandise. On est d'accord, à savoir si les normes sont respectées. C'est sensible à chaque fois que tu as un conteneur qui arrive, de toute façon, et que tu as un contrôle, lorsque ça arrive, un contrôle de douane, bah, tu as toujours un peu d'appréhension et de crainte, même si tu sais que ta marchandise est correcte. Parce que ça fait toujours un peu flipper, hein. On inspecte ta marchandise et parfois, moi j'ai eu de la marchandise bloquée, de la marchandise qui est repartie en Chine. Ah ouais, Donc, le transitaire, c'est la personne la plus importante dans ton business quand tu deviens importateur, quoi. Il faut que tu aies un transitaire qui maîtrise ton business de A à Z. d'accord. Donc, c'est un vrai partenaire, tu l'as souvent au téléphone ou par mail. C'est vraiment quelqu'un Ah ouais, avec qui quand tu tu discutes souvent, importes, quoi. voilà, quand tu importes, de toute façon, tu as forcément des conteneurs qui arrivent, qui vont partir, etc. Puis tu demandes parfois, voilà, je suis intéressé par tel produit, quelles sont les normes? Est-ce que tu peux te renseigner aussi avec le bureau de douane? Quels sont un peu les feedbacks que tu peux avoir? C'est important, tu vois, parce que voilà, le produit Made in China, on est très, très, très inspecté hein, quand tu importes ta marchandise parce que on sait tous qu'il y a des importateurs qui ont fait venir des produits qui ont été dangereux. Donc, la France, elle ne rigole pas sur les normes, hein. C'est un pays qui vraiment fait attention au suivi des normes et au respect des normes, quoi. Est-ce que donc ça, c'est un truc important pour toi quand tu fais un choix de produit? Imaginons que là, demain, quelqu'un veut se lancer. Il faut se lancer dans un domaine où il y a moins de normes ou au contraire, prendre un produit où il y a plein de normes et comme tu disais, donc plutôt des conteneurs et par bateau parce qu'il y a une limite, il y a une barrière à l'entrée. Alors, je reste toujours sur du produit volumineux, comme je te disais, parce que c'est important d'avoir des produits lourds, volumineux, avec de la marge, du high ticket. Comme ça, tu sais que tu n'es pas concurrencé par, enfin, facilement. Ensuite, moi, j'évite des marchés tels que le jouet, par exemple, Thierry.
Parce que le jouet, il faut savoir que là, c'est vraiment un secteur qui est mais extrêmement checké par les douanes. Parce qu'il faut savoir que c'est utilisé par des enfants, donc ça peut être des pièces qu'on peut avaler. Bon, tu connais un peu le principe des incidents. J'en ai trois, donc oui, je connais. Voilà, voilà, tu vois. Donc, j'évite ce genre de produit parce que si demain, une personne qui nous écoute a envie de se lancer dans le jouet, si j'avais un conseil à lui donner, bien sûr que c'est un gros business, il y a de l'argent à faire dans le jouet, mais par contre, c'est de faire authentifier le certificat par un laboratoire français. Je pense tout de suite au LNE, qui est un laboratoire français. Si demain j'avais du jouet à importer, c'est ce que je ferais. Je prendrais un échantillon aux normes CE, bien entendu en Chine, mais que je ferais authentifier par un laboratoire français. Comme ça me permettrait d'avoir un dédouanement. Alors là, c'est immédiat quand tu as ce genre de documents qui prouvent que le produit a été testé dans les laboratoires français et reconnu aux normes européennes. Là, tu passes partout. Là. Tu as tapis rouge hein, pour faire tes imports. Alors, ça a un coût, c'est plusieurs milliers d'euros. Il faut savoir aussi que c'est un certificat généralement qui est valable. Les douanes et la DGCCRF estiment que ce genre de certificat est valable maximum 3 à 4 ans parce qu'ils partent du principe que l'usine peut changer certaines pièces, certains composants qui viendraient après, bien sûr, modifier le certificat en question. Quoi. Mais quand tu passes ce produit, si demain tu commercialises un jouet et qu'il y a un incident, tu es couvert. Et là, il n'y a aucun souci, tu es couvert. Quoi. Ta responsabilité ne peut pas être engagée. Quoi. D'accord. Euh, Moi, j'ai une question aussi par rapport au. Donc, tout à l'heure, tu as parlé d'AliExpress. J'ai su quand moi j'ai commencé un peu le dropshipping, quand j'ai voulu me lancer dedans, que quand tu vends compte sur aliexpress.com, souvent tu peux te faire avoir parce que ils savent que c'est un étranger et qu'il fallait plutôt aller sur aliexpress.co, je crois, enfin, sur le site chinois, ce qui fait en fin de compte, pour eux, ils pensent que tu es en train de travailler entre chinois et que tu payes moins cher. Est-ce que donc tu as vu une différence quand toi tu vas sur place, toi tu es vraiment un expert et tu connais les gens sur place, donc ils voient que tu connais, donc ils vont pas essayer de t'avoir, hein, c'est du business, on reste dans le business. Hein. Ou est-ce que donc tu conseilles aux gens de commencer par la France sans se déplacer ou après donc d'aller se déplacer et donc de tenter de gratter un petit euro partout parce que là on est sur du volume, donc un centime gagné là ou là, tu peux faire des grosses marges, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est important ce que tu soulignes. À l'import, parfois on négocie au centime, au dollar. Ça peut paraître pas grand-chose, mais quand tu multiplies, c'est ce que tu viens d'expliquer, multiplié par la quantité, c'est énorme. Sur un an, sur 5 ans, c'est énorme, énorme. Pour ma part, je vois une différence, bien entendu, quand tu te déplaces dans les usines, tu as vraiment le prix le plus bas. Et c'est pareil quand tu vas, par exemple, à la foire de Canton. La foire de Canton, il faut savoir que les usines sont là pour faire du business. Sincèrement, tu as le prix, tu as le bon prix. Tu vois, il n'y a personne qui va sur Internet, on ne sait jamais. Parfois, on demande des devis, on n'est pas sûr. Est-ce qu'on a tiré vraiment le meilleur prix? On n'est jamais certain. Sur AliExpress, je ne suis pas forcément un connaisseur. Je n'ai jamais acheté sur AliExpress. Je sais que Enfin, sur quand tu dis Alibaba, Aliexpress, c'est Alibaba plutôt. Ouais. oui, ouais. Pardon. Alors Alibaba, je fais encore beaucoup d'importations pour des clients, etc. Et sur Alibaba, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est vraiment désagréable. Je ne sais pas si tu as déjà vu cette problématique, Thierry, mais on t'annonce un prix. Voilà, tu vas être intéressé, par exemple, j'ai une bêtise, par une machine à laver. Je prends un produit au hasard. On va te mettre prix entre 100 et 300, tu vois. Et en fait, quand tu contactes l'usine, voilà, tu es à 150, 200, donc tu sais jamais réellement le prix. Est-ce que j'ai eu le bon prix? Est-ce que c'est assez compliqué parce qu'ils essaient de t'aguicher aussi avec un prix bas parce que voilà, il faut savoir que quand tu vois un prix bas, tu es, plus susceptible d'aller demander une cotation, quoi. Donc c'est jamais évident. Moi, ce que je conseille, c'est toujours hein, sur Alibaba faire plusieurs devis, de se renseigner auprès de différents fabricants. Si tu vas acheter un produit, c'est voilà, d'avoir au moins 4 ou 5 devis pour voir un peu comment se positionne la concurrence et également de faire ce que l'on appelle une request, c'est-à-dire Une demande, une requête. voilà, une requête avec ton produit. Voilà, je suis intéressé par tel produit, je veux importer telle quantité, j'attends
vos devis. Et là, ça permet vraiment d'avoir une bonne visu du tarif qui est pratiqué. Après, honnêtement, entre aller en Chine et aller sur Alibaba, les prix, Thierry, sont les mêmes. Les prix. D'accord. Et donc, tous les éléments qui sont indiqués sur Alibaba, parce que moi, à l'époque, quand je regardais, et bientôt mon frère va s'y remettre, mon associé, souvent, il mettait donc le nombre d'années, donc la personne, les étoiles, enfin, tout ce qui était éléments sont vrais pour toi. Alors, Quand on te fait un classement en fin de compte du paiement, de la réponse et de tout ça, tu les prends en compte, c'est vrai alors, ou... Alibaba, c'est très sérieux. Il faut savoir que pour être Gold Members, c'est quelque chose qu'il faut payer plusieurs milliers de dollars, hein. Donc, si quelqu'un achète, c'est juste un achat. Par exemple, toi, tu es fabricant, tu vas avoir une reconnaissance en tant que Gold Members, tu payes ta redevance, c'est plusieurs milliers de dollars, c'est pas donné. Mais par contre, voilà, c'est marqué, hein, ça fait 1 an que tu l'as, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Il n'y a aucun mensonge là-dessus. C'est vraiment carré. Alibaba, ils sont très, très, très carrés au niveau des informations. Il n'y a pas de. Après, il peut y avoir des mensonges dans le sens où, par exemple, le fabricant va te dire, voilà, j'ai 500 employés, je fais tant de millions de chiffres d'affaires. Ça peut être gonflé, on va dire. Mais par contre, toutes les infos qui proviennent d'Alibaba, honnêtement, c'est carré, quoi. Moi, on m'a toujours dit qu'il fallait éviter et faire attention plutôt parce qu'il y a beaucoup donc d'intermédiaires. Et des fois, quand t'es un novice, tu le sais pas. Et donc, il fallait bien cibler, situer ou enfin, souvent on voit l'adresse, donc voir où ils sont. Parce que souvent, il y en a qui disent qu'ils sont en Chine. En fait, c'est pas en Chine, c'est en Hong Kong et ils sont donc souvent intermédiaires. Donc, comment tu conseilles pour pas se tromper, pas payer plus cher par une personne qui te revend quelque chose qu'il a pris un producteur, enfin, un fabricant en Alors, Chine? c'est très intéressant, ça, Thierry, très intéressant. Ce qu'on appelle en fait en Chine, on appelle ça les traders, qui n'ont rien Tout à à fait, voir ouais. avec les traders qu'on connaît en bourse, tu vois. Et les trading companies, en fait, ce sont des personnes qui se mettent intermédiaires, comme tu viens de le dire, avec l'usine et toi. Alors, parfois, il n'y a aucune utilité parce que le trader va tout simplement prendre une commission auprès d'une usine. Tu vois, il va te vendre un produit plus cher parce qu'il l'achète à l'usine au même prix que toi. Donc, en fait, tu perds de l'argent là, tout à fait. Par contre, parfois, tu as l'utilité d'un trader parce que il va être capable de. Il y a des bons traders, hein. Moi, je connais des personnes qui ont fait fortune en tant que trader avec des gros importateurs comme clients parce qu'ils ont vraiment simplifié le job. Il y a des personnes qui n'ont pas envie, par exemple, tu vois, Thierry, d'avoir 15 usines. Ils n'ont pas envie d'être en contact des usines. Ils n'ont pas envie d'être. Ils préfèrent avoir un trader qui va être son interlocuteur, en fait. Tu vois, ça arrive, je l'ai vu. Moi, Ouais, pour donc ma tu veux en part, fin de compte un spécialiste qui va faire ton boulot et toi tu gagnes du temps ailleurs, quoi. voilà. Moi, pour ma part, j'ai toujours aimé aller en direct, mais j'ai déjà travaillé avec des traders. D'ailleurs, mon premier conteneur, tu vois, que j'ai acheté en Chine, à l'époque, la personne était, je ne savais pas, mais la personne était trader, si tu veux. Elle allait chercher au moins cher la marchandise. J'avais pas comment dire, c'était pas une usine en direct, mais j'étais au même prix qu'une usine, tu vois, ce qu'elle avait. Elle réussissait à gratter les prix, si tu veux. Elle est encore en activité, d'ailleurs, cette personne. C'est un Ouais, donc ami. en fin de compte, elle fait des marges de l'autre côté. Au lieu de le faire sur la personne qui achète l'importateur, elle le fait sur la personne qui est le fabricant en Voilà. faisant baisser les prix et elle prend la différence. Voilà, elle va voir un fabricant, voilà, moi je peux te prendre, je peux t'envoyer tant, par contre ce produit-là, moi j'achète à tant, et généralement ils trouvent des petits fabricants qui ont besoin de business, tu vois. Mhm. D'accord. Mais Est-ce que... sinon, comment éviter le trading? Alors pour Oui, rebondir sur excuse-moi. ta question, parce que je me suis un peu écarté, tu m'excuseras. Comment éviter, en fait, c'est de regarder l'usine, tout à fait, tu regardes le nom, tu le vois dans le nom généralement, et tu vois l'interlocuteur que tu as avec l'expérience, c'est comme ça que je le fais, je le sens tout de suite en fait quand je suis en face d'une usine vis-à-vis des mails, les mails que je vais envoyer. Si la personne, généralement, il y a quelqu'un qui me répond, ou alors elle a une multitude de produits qui sont pas forcément en corrélation les uns avec les autres, tu vois. Donc là, généralement, je sais que j'ai affaire à un trader. D'accord. J'allais te poser une question sur l'export maintenant. Est-ce que tu fais un peu d'export?
Alors, j'ai découvert l'export, Thierry, il y a de ça 2 ans. Ça a été d'ailleurs ma plus grosse, on va dire, mon plus gros business que j'ai fait. On m'a proposé, en fait, avec des clients que j'avais, avec qui je bossais à l'époque, mon réseau d'import, quand je faisais de l'import, on m'a proposé des partenaires chinois qui voulaient importer du vin. Donc, je me suis rendu à Bordeaux. À l'époque, c'était la première commande. Ils étaient intéressés pour 12 000 bouteilles de vin, ce qui est déjà pas mal. C'était quand même un conteneur 20 pieds. Ces 12 000 bouteilles se sont transformées en 100 000 bouteilles. On a passé commande de 100 000 à la première commande, plus l'équivalent d'un conteneur, donc 12 000 bouteilles en avion, en express, parce qu'il lançait le business, il lançait la marque et il fallait du stock tout de suite. Et j'ai fait plus d'1 million de bouteilles sur un an, ouais, tout à fait avec ces partenaires chinois. Toi, Et il y a beau- t'aimes bien le million, toi. J'espère un jour ce sera le milliard, Thierry. Là, je suis bloqué au million. C'est pas mal déjà. Et ouais, ça a été. Et donc ensuite, tu as enchaîné, je crois, parce que en fin de compte, je connais l'histoire, parce que j'ai écouté sur une autre chaîne. Et donc, en fin de compte, ouais, donc tu as fait le million, puis après, tu es resté en deal avec eux, c'est ça? Alors ouais, je suis resté en deal avec eux. Maintenant, ils ont développé un réseau. Ils achètent principalement des vins. Euh, comment, je sais pas, un professionnel dans ce business. J'étais juste acheteur sur ce coup-là, mais tu vois des vins, on va dire des grands crus classés. Donc là, Mhm. quand tu bosses avec des crus classés, tu es avec des négociants en fait qui ont déjà les contrats. Moi, je les ai accompagnés et je sais qu'ils auront besoin de moi quand ils vont recommander leur branding parce que j'avais créé leur branding, si tu veux, leur marque de vin à leur nom. Donc, je cherchais voilà le profil type du producteur, c'était quelqu'un qui avait généralement 200 000 bouteilles par année et je faisais une exclusivité sur ce vin en Chine que je leur expédiais et puis voilà qui distribuait. Donc là, oui, c'était du commerce de gros. Mais après, sur les belles bouteilles de vin, on va dire, c'est le travail d'un négociant et moi, ça ne m'intéresse pas du tout, quoi. D'accord, mais je pensais que tu étais en export parce que tu exportais tes propres bouteilles. Tu avais une bouteille à ton nom. Alors, c'est pas encore fait alors. Alors, ce sont l'entreprise, en fait, l'entreprise chinoise avec qui j'ai fait le business, entre autres, moi, je faisais des conférences pour eux, et donc, ils ont fait un vin à mon nom qu'ils distribuent dans leur réseau. Ah, d'accord, ok, je vois. J'ai compris. Bah, ça tombe bien parce que c'est pas directement ça, mais est-ce que tu as fait aussi des deals de licence? Qu'est-ce que tu entends par deal de licence? Tu as fait enfin, un genre de licence où tu avais un produit en fin de compte que tu pouvais importer ou exporter. En fin de compte, simplement, tu as dit voilà, moi je vais le faire, mais tu prends un pourcentage, une royalty dessus. En fin de compte, tu prends un pourcentage, mais tu prends pas vraiment, tu prends pas les risques de produire. Tu fais juste, t'introduis le produit dans le pays, donc, mais tu prends juste en fin de compte genre un deal commercial. Tu vas Hmm. vendre, comme tu es un bon vendeur, ça je l'ai compris, et tu prends toi plutôt un pourcentage sorte de royalty. Et dès que tu as introduit ça dans un magasin, dès qu'ils font une vente, tu prends un pourcentage dessus. Alors, j'ai pas eu cette chance. Ça s'est jamais présenté. J'ai jamais eu d'opportunité à ce sujet. C'est un peu ce que Bernard Tapie avait fait avec la marque de télévision. Euh, je sais plus c'était quoi. C'était une marque Thomson, je crois que japonaise. c'est Thomson, non? Euh, Oui, je vois, dans les années 80, ouais, tout à fait. ouais, il était sponsor de l'OM, je crois, à l'époque en plus. Voilà, tout à fait. Il me semble que c'est Thomson ou un autre truc comme ça qui était. Ou Matra, mais c'était un truc balèze, quoi. Un truc vraiment Voilà, et énorme. en fait, il avait réussi voilà, à faire ce deal. Alors moi, j'ai Enfin, jamais, t'as pas encore fait. non, j'ai pas encore fait. Non, j'ai pas encore fait. D'accord, ok. Bon, super cool. Toi, donc là, actuellement, là, on va plutôt parler de distribution, parce que les temps ont changé, hein. À l'époque, c'était sur eBay. Comment tu fais maintenant ta distribution si tu fais encore beaucoup donc d'import si tu conseilles à quelqu'un de commencer maintenant, tu conseilles d'aller sur eBay, même si bon, c'est toujours là, eBay, hein, ça marche toujours, moins qu'Amazon, d'aller sur Amazon, sur ses discounts, d'être partout ou de choisir plutôt des plateformes, d'aller directement voir les commerces. Enfin, là, je te pose pas une question, Alors, mais moi, voilà. Comment tu conseillerais en termes de distribution? alors, pour ma part, actuellement, comme je suis expatrié, 80% de mon temps, je vis hors de France. J'ai malheureusement pas le temps de faire un business physique comme avant, on va dire. Mais la stratégie que je fais appliquer à mes clients, à ceux que j'accompagne,
qui font du business. Et puis celle aussi, moi, que je viendrai à appliquer si demain je ferai ce type de business en France. Alors, toujours développer son propre réseau parce que son propre réseau et sa vente en direct, c'est le meilleur moyen de faire de la marge, tu vois, de vendre par son propre site. Mais par contre, on a besoin de plateformes qui nous amènent du trafic. Alors, tu peux être présent, bien entendu. Moi, je conseille toujours eBay. C'est toujours un endroit où il faut être. Amazon, bien entendu, aujourd'hui, c'est une place où il faut être présent. Également, Le Bon Coin. Le Bon Coin, parce que si tu vends localement, il faut que tu sois présent sur Le Bon Coin. Et puis, tu peux utiliser des marketplaces. J'ai une préférence pour Rue du Commerce comparé à ces discounts. Ces discounts, ils sont un peu trop agressifs. Ils ne te laissent pas grand-chose. Il n'y a plus rien à manger avec eux à la fin quand tu travailles avec eux. Mais Rue du Commerce, c'est une plateforme intéressante et ils ont du trafic et ils t'amènent du business. J'étais présent sur Rue du Commerce pendant de nombreuses années et c'est vrai que ça t'amène du bon business, quoi. D'accord. Et est-ce que donc toi, tu utilises des plateformes, bon, c'est plus en général pour ceux qui font du commerce de détail, du FBA. Est-ce que tu utilises des plateformes qui vont stocker ta marchandise? Ou toi, tu n'as pas vraiment à le traiter, donc ça vient donc de Chine ou d'ailleurs, et tu leur laisses gérer le stockage, et puis voilà quoi. Alors à mon époque, j'ai l'impression de parler comme si j'étais vieux. Mais les choses ont tellement changé, tiré avec Amazon, c'est incroyable. Le poids que prend Amazon, moi personnellement, ça me fait peur en tant qu'importateur. J'aime pas quand quelqu'un possède trop de force et trop de pouvoir comme Amazon. À mon époque, il fallait ton entrepôt. Il n'y avait aucun intérêt, à moins que voilà, tu n'avais pas envie de te casser la tête avec des employés, tout ça. Mais en termes de rentabilité, la chose la plus intéressante quand tu étais importateur, c'est d'avoir ton stock. Avec ton entrepôt et tes employés, c'était la chose la plus rentable. Aujourd'hui, Amazon, tu peux même envoyer un conteneur complet chez Amazon. Il y a un entrepôt Amazon en France, il me semble que c'est Amiens d'ailleurs, qui est à côté de chez moi, qui est adapté à l'envoi du conteneur. Ouais, mais c'est pour ça que je t'ai posé la question. J'ai fait exprès de te poser la question pour ça, même si je sais que je connaissais pas ta réponse. C'est que tu as Amazon, bon, c'est les meilleurs, mais tu as d'autres plateformes qui sont pas concurrentes, qui sont complémentaires. Et en plus, j'ai une boîte française qui est pas loin d'ici, en plus dans l'Essonne, j'ai oublié leur nom, et qui, en fin de compte, tu prends une application et elles vont gérer la distribution partout, pas que Amazon. Donc Amazon, maintenant, tu peux mettre chez eux, et ils vont mettre chez les autres, chez les concurrents même, mais tu peux les Mhm. mettre chez un autre parce que je comprends ce que tu veux dire, hein. Chez les GAFA, ils sont un peu gros, on sait jamais ce qu'ils font. Donc tu le mets ailleurs, et c'est un peu moins cher, je crois, et ils vont le distribuer partout pour toi. Et toi, tu Alors, vois vraiment le ouais, stock sur l'application. Comment? tout à fait, parce que justement, ils le faisaient déjà bien avant Amazon. Il y a enfin, beaucoup, il y a des acteurs en France qui sont d'ailleurs des transporteurs et qui D'accord. proposent, généralement, ils ont ça. Ce sont des transporteurs et qui proposent aussi la logistique. J'ai des personnes on va dire, on se connaît, qui étaient les gros acteurs de la protéine en France, tu vois, qui eux, justement, étaient présents. Ils fonctionnaient comme tu viens de le dire. Ils travaillaient avec leurs transporteurs qui, en même temps, géraient leur stock avec une plateforme. Les employés préparent les colis, etc. Et en fait, quand tu fais les calculs, aujourd'hui, par exemple, sur Amazon, j'ai regardé, je suis intéressé en ce moment sur les canapés depuis quelques temps. J'ai regardé si demain j'avais à importer la solution la plus rentable pour moi. Alors, je prends l'image d'Amazon. Il fallait que je vende plus que 20 canapés par mois pour que ce soit intéressant de prendre un entrepôt dans ma zone. Pourquoi Ah je dis ouais. dans ma zone? Parce que voilà, le prix du loyer n'est pas cher, on n'est pas en région parisienne. Mais sinon, Amazon jusqu'à 20 canapés, c'est quand même pas mal, 20 canapés, valait mieux que je stocke chez Amazon. Tu vois. Donc en fait, c'est un calcul à faire. Parfois, c'est un calcul de chiffre d'affaires. Là, tu m'as parlé de concurrents d'Amazon qui font ça. Je ne connais pas leurs tarifs, mais si tu me dis qu'ils sont encore moins chers qu'Amazon, je pense que c'est quelque chose qui est important à étudier. Après, le seul inconvénient, c'est quand tu veux faire de la vente aux professionnels ou les professionnels viennent charger directement chez toi, ça, tu peux plus parce que ton stock, il est privatisé, on va dire. Il n'y a personne qui peut aller chercher directement dans l'entrepôt, quoi. Mm. Ouais. Bon, en tous les cas, c'est des choses à voir. Donc, toi, dans tous les cas, je crois que tu as un stage par rapport à ça, non? Tu as un stage ou tu as des formations? Alors, j'ai une formation, ouais, tout à fait sur l'import et j'ai un stage en Chine à la foire de Canton où je permets aux personnes qui veulent démarrer l'import-export, qui sont un peu perdues ou qui ont un peu de crainte, et ben, en fait, on leur simplifie le travail. À la fois,
J'en fais découvrir tout ce qu'il y a à découvrir à la foire de Canton, tous les marchés, j'en fais visiter des usines, j'en mets aussi en relation avec mes agents sur place. Ça permet vraiment, c'est un accélérateur de business, quoi. C'est une immersion qui permet vraiment d'accélérer ton business et puis de tout piger à l'import-export. Alors, je te dis pas de devenir un expert parce que rien que ma formation, elle doit durer 13 ou 14 heures et elle est évolutive. Je rajoute des contenus chaque mois. Donc, dans un stage d'une semaine, on est beaucoup sur le terrain. La théorie, on va dire qu'on la survole. Mais là, on est beaucoup plus sur le terrain, quoi. Et donc, c'est 4 jours, c'est ça? 7 jours, 6 à 7 jours, en fait. 7 jours. C'est D'accord. Bon, dans tous les cas, je mettrai tous les liens dans le show notes pour ceux qui sont intéressés. J'avais une question qui n'a rien à voir, parce que en cherchant pour faire l'interview, mais maintenant j'essaie d'être pro, donc je prépare un peu de questions quand même. Et j'ai vu sur un blog anglo-saxon qui est spécialisé, enfin un podcast, parce que moi j'écoute beaucoup de podcasts, et il disait que la blockchain allait modifier donc le commerce de gros et l'import-export. Tu as une idée par rapport à ça, par rapport au paiement? Tu as déjà entendu parler de ça? Alors, j'essaie, hein, c'est intéressant ce que tu me dis parce que je suis l'actualité, mais il y a plein de choses voilà, que je n'ai pas vu passer et je me renseignerai là. Te répondre comme ça, Thierry, je sais que la blockchain elle peut intervenir de plein de façons différentes. Là, ce serait intéressant. Il faudrait que je puisse regarder un peu en quoi ça pourrait venir transformer ou du moins venir se greffer à l'import-export. Ça pourrait être intéressant. Je vais me renseigner, Thierry. J'ai même pas écouté en fin de compte le podcast, mais je pense que enfin après avec ma petite connaissance de la blockchain, c'est plus par rapport à ce qu'on disait au début, par rapport au paiement, parce que c'est vrai que ça valide en fin de compte la personne qui paie des deux côtés. Si on a l'argent, je pense. Après, je suis pas un expert de blockchain. J'ai interviewé Xolali il y a un temps, mais bon voilà. Mais bon, on en parlera. Soit tu feras une vidéo sur ta chaîne, hein, donc je mettrai aussi le lien vers ta chaîne YouTube pour ceux qui veulent prendre plein d'informations. Donc je vais te poser les 5 questions que je pose à tous mes entrepreneurs, à moins que ah non, je vais refaire une dernière question. Est-ce que j'ai oublié un truc que tu voulais dire à l'audience? Peut-être que j'ai oublié, parce que bon, c'est pas mon métier. L'import-export, je connais. Euh, de but en blanc comme ça, Thierry, je pense qu'on a répondu à des questions très intéressantes. Je te remercie d'ailleurs pour ces questions parce que ça me donne aussi, moi, des idées à ajouter sur ma chaîne parce qu'il y a des choses qui, pour moi, en tant qu'importateur, sont. J'ai plus ce regard. Parfois, c'est toujours intéressant d'avoir un regard extérieur, tu vois, d'une personne qui n'est pas forcément du métier parce que les questions que tu poses, elles sont vraiment pertinentes, elles sont très intéressantes. Merci, tu ne vois pas, mais je suis en train de rougir, mais bon, c'est sympathique. Merci. Donc, question, quel est le business dont tu rêves à part celui que tu fais actuellement? Même si, bon, c'est vrai que tu as un peu maintenant élargi un peu ce que tu fais, mais bon, est-ce qu'il y a un business dont tu rêves, tu n'as jamais fait et tu dis c'est au coin de la tête et tu vas faire un jour? Ah, ça me parle. Dès que tu vois, ça, c'est des questions, ça me passionne. Dès que ça parle de rêve, etc., ça réveille plein de choses en moi. Euh, alors, c'est peut-être pas forcément un business, ça va peut-être te faire rire, mais il y a quelque chose qui a toujours vibré en moi et j'ai jamais osé le faire parce que voilà, je sens que je suis parti sur le business, tu vois, mais si j'avais pas fait de business, j'aurais vraiment aimé créer un one-man show, un spectacle comique, tu vois. C'est vraiment ce qui m'aurait fait rêver, tu vois. Mais en tant que comique, toi, ou sinon tu le fais façon de Jamel, tu mets les gens en scène? C'est moi qui avais envie c'est moi qui avais envie comment dire, de prendre du plaisir à travers ça, tu vois, de vivre ça, quoi. Ah, pourquoi pas? De faire rire les gens. Ouais. Ah bah tu fais comme les Normands de ça, tu crées une deuxième chaîne YouTube et tu fais le fou sur la chaîne. Tu sais que c'est pas évident quand tu as l'étiquette entrepreneur. Je suis entrepreneur, mais je suis quelqu'un qui j'adore le business sérieux, mais j'adore aussi la déconne. Et la limite est très sensible parce que tu as l'étiquette de l'entrepreneur, il faut rester professionnel. Donc on peut pas tout se permettre et c'est le seul frein qui me dérange dans le business, tu vois, où tu es obligé d'avoir ton rôle d'entrepreneur. Tu vas pas non plus trop partir dans la déconne, quoi. D'accord. Ok, bah c'est original. Ouais, c'est vrai que j'ai jamais eu ça, donc ouais, pourquoi pas. Quelle est la meilleure expérience que tu as eue en tant qu'entrepreneur ou investisseur? Ma meilleure expérience, je pense que ma meilleure expérience dans ce que j'ai fait aujourd'hui, ça a été le plaisir, la magie des rencontres en fait. La magie des rencontres qui m'ont permis de faire des conférences. Ça a vraiment été un gros plaisir pour moi, tu vois, d'avoir des publics je suis monté à plus de 2000 personnes et ça a été une belle récompense, tu vois. Ça, c'était plutôt donc en développement personnel, c'est ça, non?
Non, non, toujours été sur des conférences business où, bien sûr, je mettais un peu de mindset dedans, mais ça a toujours été en rapport avec le business. Question qui n'était pas prévue, parce que je t'ai souvent vu quand j'ai regardé un peu sur Internet sur des scènes en Chine, j'ai l'impression. Tu parles chinois? Alors, malheureusement, à chaque fois, Thierry, à chaque fois, je me dis, je vais m'y mettre, et j'ai jamais eu ce déclic, et c'est un point faible. D'ailleurs, si les personnes qui nous écoutent veulent faire du business avec la Chine, apprenez le chinois, ça va vous ouvrir des portes. Tu vois, je pense que ce que j'ai fait, Thierry, si j'avais parlé chinois, j'aurais fait fois 2 fois 3. D'accord. Bon, il est jamais trop tard, hein. Ouais, bien sûr, mais je fais partie de ces gens où il faut qu'il y ait un déclic pour que ça rentre. Non, mais comme beaucoup, malheureusement, c'est comme ça, hein. C'est comme ça qu'on marche, hein. Malheureusement, comme tu dis, tu vois. On est comme ça, les humains. Quel est pour toi le meilleur levier pour devenir entrepreneur? Le meilleur levier pour devenir entrepreneur Oui. aujourd'hui, je dirais que le réseau, hein. Moi, à mon époque, voilà, on n'avait pas tout ça, on n'avait pas YouTube, on n'avait pas tous ces séminaires. Ça vaut ce que ça vaut. Je vais pas euh, vendre l'importance de, comment dire, d'aller en séminaire, loin de là. Mais par contre, ça te permet de rencontrer du monde. Et c'est vrai qu'on est un peu seul quand on est entrepreneur, surtout à ses débuts. Et le fait d'aller dans des endroits avec des personnes qui ont déjà ce que toi tu veux avoir, je pense que ça peut être un super moteur parce que tu vois que certains ont réussi, donc que toi tu peux réussir. Donc je pense qu'un super levier, c'est de fréquenter des entrepreneurs, des réseaux d'entrepreneurs, visionner des chaînes d'entrepreneurs, d'aller à des événements. Je pense que ça peut être un très bon levier. Bah, surtout que par rapport à ce que tu dis, enfin, je pense que toi, tu connais aussi donc, tout ce qui est développement. On dit souvent donc, le réseau et les séminaires, ce genre d'événement, c'est là où tu as le déclic, souvent. Donc déjà, tu l'as parce que tu étais déjà intéressé, mais souvent, tu as un speaker qui va te dire un truc de dingue, tu es là, tu es entouré de gens, tu as les émotions, et là, tu te dis, ah, c'est bon. Il faut que je Mhm. procrastinais. Je suis dans le business, mais il y a un truc qui manque, il y a un truc qui manquait, et là, tu pètes tout, tu rajoutes un zéro parce que bah, tu t'es dit, vas-y, c'est un humain comme moi, et il fait du business, fait comme moi, mais il fait 2 zéros de plus. À un moment, tu te dis, Exactement. vas-y, bah, j'y vais, Et voilà, quoi, c'est bon. voilà. Et exactement. Et le fait d'aller comme ça, tu vois, sur place où tu rencontres les gens, parce que parfois, ça peut être des gens que tu vois derrière un écran, c'est-à-dire sur une télé, sur un ordinateur, et tu as cette barrière-là où tu as l'impression que cette personne peut être un peu différente de toi. Et en fait, quand tu l'as en face, tu te rends compte, comme tu viens de dire, Thierry, que c'est un humain comme toi et moi, et que ce que lui a réussi à faire, eh ben, toi, tu peux le faire, hein. Quel est le livre que tu conseillerais à tout entrepreneur et pourquoi? Quel est le livre que je conseillerais? Très bonne question. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Ça dépend de l'âge. Si c'est un adolescent, on va dire de 15-16 ans, je mettrais vraiment dans les mains de Bonheur un classique Père riche, Père pauvre, J'en étais sûr. qui sont vraiment, qui est intéressant, mais à découvrir très jeune. Tu vois, je pense que c'est le genre de livre quand il y a une personne qui le découvre, qui n'est pas entrepreneur, qui le découvre. Il y a beaucoup de personnes qui le découvrent sur le tard parce que justement, voilà, ils sont pas dans l'entrepreneuriat. Mais quand tu es dans le business, ce livre-là va pas te parler parce que c'est des choses que que tu auras déjà découvert. Mais par contre, quand tu démarres en étant jeune, ça peut te simplifier beaucoup de choses. Mais sinon, un Napoleon Hill, bien entendu, ça serait l'un Penser et devenir riche. Ouais, voilà, voilà. Ben, je pense que ces deux livres-là, en fin de compte, on devrait les donner à l'école. Quand t'es en troisième, seconde, tu lis ça, c'est bon, ton cerveau, il est. J'espère que c'est bon. En général, ces gens-là, ils vont arrêter l'école. Mais ceux qui sont motivés vont continuer un peu l'école. Mais voilà, je pense, à cet âge-là, tu lis ça, t'as le cerveau qui est différent, t'as un mindset de malade et tu vois le monde différemment. Exactement, exactement. Puis si tu as envie de rester employé, tu le laisses. Si tu as envie de te dire, voilà, je peux faire les choses comme un grand, ben, je le fais comme un grand. Mais bon. Mhm. Donc, père riche, père pauvre et penser devenir riche. Voilà. En fonction de la maturité de la personne, tout à fait. Hmm. Quelle est la compétence que tu rêves d'avoir? La compétence que je rêve d'avoir, la compétence que je rêve d'avoir, il y en a plusieurs, mais celle vraiment qui me plairait, ce serait
de faire sauter la moindre anxiété possible et imaginable dès lors qu'il y a, par exemple, un gros événement important. Ça, je travaille dessus. On a, plein de personnes pensent que, tu vois, je suis quelqu'un qui est super à l'aise, alors qu'en fait, avant une conférence, je suis super anxieux, tu vois. Ah, ben, c'est pareil pour tout le monde, hein. Je sais pas si tu connais Grant Cardone. Ouais, tout à fait, tout à Et fait. je l'écoutais sur un podcast que j'aime bien, j'ai oublié le nom. Ah, Lewis Howe. Je l'écoutais et il expliquait, parce que là, en plus, il a fait l'un des plus grands séminaires, parce qu'en plus, il est tellement malade, ce gars-là. Tu sens une salle, quoi. Il a son grand événement qui se fait le 10X Grow au mois de mars, je crois. Et maintenant, il a changé sa formule parce qu'il aime bien toujours se pousser au maximum. Et maintenant, il le fait en local. Il a trouvé une équipe d'un genre de commerciaux, comme il en a plein. Et il Ouais. est fait, en fin de compte, il développe son 10 growth tous les mois. Il en fait, je crois, 10 par ville. Enfin, c'est un grand malade. Waouh! Et il disait que même pourtant, il invite Tony Robbins et plein de gens. Donc, il a un truc qui est balèze. Tout le monde le connaît. Tout le monde aime son tennis grow. Il dit même avant de commencer, le soir d'avant, il n'arrive pas à dormir. Il a envie de vomir. Il n'est pas bien. Je dis, mais putain, c'est Grant Cardone. Incroyable que tu me dises ça. J'aurais pas pensé ça de lui, tu vois. Et ben, sur le podcast de Lewis Howes, j'ai mis le lien pour ceux qui veulent l'écouter. Il est vraiment très bien. En plus, je sais pas ce qu'il a depuis cette année. Il interviewe 2 fois et chaque fois il pleure. Il dit ah non, mais tout le monde pensait que j'étais un monstre. Ben, je suis un humain. Voilà. Et je sais pas ce qu'il a. Il se lâche un peu. Et dans le show, il est en train de pleurer voilà. Et il dit que non, j'ai peur comme tout le monde. Je fais des trucs grands. Je vais maintenant aller vers le. En plus, dans l'émission, il explique comment il va faire ces 10 milliards. Il avait déjà dit, mais là, il a dit cette année, je suis sûr, je vais les faire. Et il C'est expliquait, génial. même si je fais ça, j'ai peur, je suis un humain, c'est humain, il n'y a rien de mal, mais il faut quand même se pousser et avancer. Tu vois, c'est super. En même temps, en plus de ce podcast, moi, tu me donnes des tas d'idées là pour faire des vidéos YouTube. Je te remercie, Thierry. Mhm. Mais c'est une preuve, c'est ce qu'on vient d'expliquer. Tu vois, en fait, tu te rends compte que ils sont humains et de voir les personnes aussi, parce que comment dire, un grand faiseur dans ce business-là. Ce qu'il a mis en place, t'as vu, il remplit des stades de ouf, quoi. C'est Mhm. énorme ce qu'il fait. Et de voir que lui aussi est à son échelle. Il fait partie des plus grands, quoi. Il est encore anxieux, stressé, bah ça te motive aussi à te dire, voilà, en fait, le plus important, c'est de sortir de sa zone de confort. C'est désagréable, mais tu vois, encore une fois, c'est cette magie-là. Tu te pousses, comme tu viens de le dire. C'est pas super agréable parce que la veille, tu es en stress. Lui, il vomit aussi. Enfin, lui, il vomit. Mais par contre, tu as vu tout le côté bénéfique qu'il récupère après. Il se fait du mal, mais comment c'est bénéfique pour lui, quoi. Il fait quelque chose de magique, quoi. Et je pense il y a jamais rien sans rien, quoi. Quand c'est trop facile, eh ben, tout le monde peut y aller. Et c'est pas là-dedans que tu vas pouvoir vraiment faire quelque chose, quoi. Mais le but de se pousser, c'est que, comme il dit, parce qu'en plus, lui, il a un certain âge, il dit voilà, en fin de vie, il saura qu'il aura poussé au maximum et il saura qu'il aura été au bout de ses limites. Et certains ont des doutes, se disent ah, ce que je peux faire. Bah ouais, mais si tu fais que douter, à un moment, tu n'avances pas, quoi. Donc, les peurs sont là, seront toujours là. Et à force de pousser, voilà. Mais Comme il c'est dit, incroyable hein, que tu me dises ça parce que moi, j'ai l'image d'un mec qui est no stress, tu vois, quand je le vois sur Instagram, je vois, mais tu vois, il est humain comme tout le monde, quoi. Hein. bah ouais, tout à fait. Donc, bon. Eh ben, je mettrai les liens pour ceux qui n'ont pas écouté le podcast, mais il faut parler anglais, mais il est vraiment très bien. Il en a fait 2, je crois, sur les 2 dernières années. Il donne plein d'informations. Donc, Fabien, grand merci à toi. Je mettrai tous les liens pour que les gens aillent te voir donc, sur YouTube, pour les formations aussi, en espérant qu'il n'y ait pas de problème quand on le faire dans 2 mois. Hein. Croise les doigts. Mhm. Et puis voilà, on ne parlera pas donc des choses négatives. Donc, Fabien, je te dis à bientôt. Eh ben, écoute, Thierry, je te remercie encore. C'est une très belle rencontre pour ma part. Tu es quelqu'un de fort sympathique et je te dis à Merci. bientôt. J'espère sur une de mes vidéos sur ma chaîne, quoi. Avec grand plaisir. À bientôt. Ciao. À bientôt. C'est fini pour cet épisode donc 67. Merci à Fabien. Donc il nous a vraiment donné beaucoup d'informations. Donc n'hésite pas à aller sur sa chaîne YouTube, je te mets le lien dans le show notes. Donc allez donc sur son site, donc motivation-business.com et aussi donc fabiendessin.fr. Donc si tu as aimé l'épisode, n'hésite pas à le partager. Donc vraiment pour soutenir le podcast, on a besoin encore de grandir. Comme je l'ai expliqué en off, donc j'ai vraiment envie donc d'exploser ce podcast, que tous ceux qui veulent parler de business, d'indépendance financière, parce que donc comme je l'ai dit, on n'est pas niché, hein, lui il est vraiment import-export. Moi, tous les business m'intéressent. Je veux que tout le monde soit informé. Il y a plein de choses que nous, on aurait aimé à savoir très jeune et on ne les a pas lu. Pourtant, on a lu, on a écouté, mais bon, le monde, il évolue. L'info est là. Il faut juste avoir donc, la possibilité donc, de l'écouter. Il y en a qui aiment le podcast, au lieu donc d'écouter de la musique ou des choses
comment dirais-je, qui ne vont pas apporter de valeur. Tu prends ton chemin en podcast, tu fais ton sport, tu t'es dans les transports, tu écoutes des choses qui vont d'apprendre des choses pour pouvoir sortir de la situation que tu as actuellement, ou un business que tu n'as jamais pensé comme l'import-export. C'est pour ça que je l'ai invité. Si tu n'y avais pas pensé, tu connaissais pas les infos, maintenant tu les as, donc tu peux voir comment donc, pouvoir te lancer dans l'import-export si bien sûr ça t'intéresse. Donc je répète, donc n'hésite pas à commenter, à liker, à mettre un petit pouce, et bien sûr sois présent. Donc comme je te dis, donc maintenant ce sera plutôt le mercredi et le dimanche avec des invités totalement différents. Quelquefois c'est e-commerce, je le répète, quelquefois c'est immobilier, quelquefois c'est affiliation. Voilà. Donc il y a moyen donc de faire du cash, d'apprendre à sortir donc de la rat race pour ceux qui veulent sortir de la rat race ou qui veulent changer de business aussi. Hein. Donc voilà. Je te dis un grand merci et je te dis au prochain épisode. Ciao ciao.